C'est une petite fille, une jolie petite fille. Ce 2 novembre 1755, dans le château viennois de la Hofburg, la nouvelle de la venue au monde de la petite Marie-Antoinette se répand très vite. Et c'est bientôt toute l'Autriche qui se réjouit de la naissance de la 15e enfant de la féconde impératrice Marie-Thérèse, après 4 garçons et 10 filles. Cette naissance ne posa aucun problème particulier, et la petite archiduchesse était en parfaite santé et toute souriante. Le seul petit ennui, c'est qu'elle était née le jour de la fête des morts. Pas vraiment de bon augure. Mais à la cour des Habsbourg, on est guère superstitieux. On préférera néanmoins fêter son anniversaire la veille, jour de la fête de tous les saints. Marie-Thérèse est une reine à poigne, qui est droite et pugnace. Elle règne sur le cœur de ses sujets, qu'ils soient autrichiens ou hongrois, et sur celui de son époux, François-Étienne, dit François Ier, qu'elle surveille avec une jalousie de tigresse. Elle n'a dans sa vie que 2 passions, son mari et la politique hégémonique des Habsbourg. Et pour la conforter, elle compte sur ses enfants qu'elle parviendra à caser dans toutes les familles régnantes d'Europe. Pour Marie-Antoinette, qui est une enfant charmante, avec sa chevelure blonde ondulant sur ses épaules, ses yeux magnifiques d'un bleu azur et son air espiègle, elle songe au dauphin de France. Et après 3 années de tractation et de tergiversation, le roi Louis XV, convaincu par son premier ministre Choiseul qu'une alliance avec l'Autriche serait une bonne opération et préserverait la paix en Europe, accepta l'offre. Il ne resta plus à Marie-Thérèse qu'à transformer la chrysalide en papillon, en remédiant à quelques petites imperfections de la jeune fille, à savoir sa dentition un peu rebelle et surtout son instruction un tantinet sommaire. Le 21 avril 1770, Marie-Antoinette, fin prête, mais sans pouvoir retenir ses larmes, quittait Vienne pour la France avec un cortège de 27 carrosses et accompagnée de l'abbé Vermont, son tuteur français, qui fera partie du réseau d'information de l'impératrice. À la frontière entre Kehl et Strasbourg, sur l'île aux épis, au milieu du Rhin, il fut procédé au rite de la remise de l'épouse. Lors de cette cérémonie singulière, la dauphine est entièrement dénudée et se sépare de ses derniers effets et de tout ce qui venait d'Autriche pour ne revêtir que des habits et bijoux français. Le lendemain, une messe solennelle est célébrée à la cathédrale de Strasbourg par l'évêque, un certain Louis Constantin, et son neveu, le très obséquieux et servile Louis, prince de Rohan, que Marie-Antoinette retrouvera plus tard dans des circonstances malheureuses pour elle. De cette première rencontre, elle nourrira pour lui une profonde inimitié. Accueillie par le bourgmestre avec un discours de bienvenue en allemand, elle l'interrompit d'un « Ne parlez point allemand, monsieur, s'il vous plaît. À partir d'aujourd'hui, je n'entends plus que le français. » Cette remarque allait conquérir les cœurs de l'assistance. Et partout, elle reçut les mêmes acclamations, les mêmes démonstrations de joie de la foule. Le 14 mai, à l'orée de la forêt de Compiègne,
le roi Louis XV est venu attendre sa petite-fille et lui présente le dauphin Louis. Ce petit-fils de Louis XV ne ressemblait guère au bien-aimé. Il est robuste, lourd et rustique, alors que le roi a encore fière allure pour son âge. Louis XV a alors 55 ans, un bel âge pour son époque. Marie-Antoinette est aussitôt amusée par le naïf empressement que lui témoigne son futur mari, alors qu'on le disait réservé et rebelle au charme féminin, et passionné exclusivement par la chasse et les travaux de serrurerie. Quelques jours avant cette première rencontre, Marie-Thérèse avait écrit à sa fille. Madame, ma chère fille, vous voilà donc où la Providence vous a destiné de vivre. Si on ne s'arrête que sur le grand établissement, vous êtes la plus heureuse de vos sœurs et de toutes les princesses. Vous trouverez un père tendre qui sera en même temps votre ami si vous le méritez. Ayez en lui toute votre confiance, vous ne risquerez rien. Aimez-le, soyez-lui soumise. Tâchez de deviner ses pensées, vous ne sauriez faire assez dans le moment où je vous perds. C'est ce père, c'est cet ami qui me console et me révèle de mon abattement et fait toute ma consolation, espérant que vous suivrez mes conseils, de vous tenir seul à lui et d'attendre surtout ses ordres et directions. Du dauphin, je ne vous dis rien. Vous connaissez ma délicatesse sur ce point. La femme est soumise en tout à son mari et ne doit avoir aucune occupation que de lui plaire et de faire ses volontés. Le seul vrai bonheur dans ce monde est un heureux mariage. J'en peux parler. Tout dépend de la femme, si elle est complaisante, douce et amusante. Je ne crains chez vous que la négligence dans vos prières et lectures, et la tiédeur et négligence suivront. Luttez contre, car cela est plus dangereux qu'un état plus imparfait et même plus mauvais. On en revient plus tôt. Aimez votre famille, soyez-leur attachés, à vos tantes comme à vos beaux-frères et sœurs. Ne souffrez aucune tracasserie. Vous êtes à même de faire taire les gens, au moins de les éviter, ou en vous éloignant d'eux. Si vous aimez votre tranquillité, évitez dès le commencement ce point que je crains, connaissant votre curiosité. Vous remettrez cette lettre au roi de ma part et lui parlerez de moi le plus souvent que vous pourrez. Vous ne sauriez jamais dire trop de mes sentiments pour lui. Vous remettrez aussi cette lettre à Madame Adélaïde, sœur de Louis XV. Ces princesses sont pleines de vertu et de talent. C'est un bonheur pour vous. J'espère que vous mériterez leur amitié. C'est un couple improbable qui est uni devant Dieu dans la chapelle royale de Versailles le 16 mai 1770. Lui est gauche, timide, déteste paraître en public. Il n'est parfaitement heureux qu'à la chasse, dans sa bibliothèque ou dans ses ateliers de mécanique et de serrurerie, au point qu'un jour son premier valet de chambre, Thierry de Ville-d'Avray, ne put s'empêcher de lui lancer ces paroles ô combien prophétiques. « Sire, quand le roi fait l'ouvrage du peuple, le peuple s'empare des fonctions du roi. » Elle éclate de fraîcheur et de beauté, mène la mode, adore les bals, les fêtes, la musique, le théâtre. Il est cultivé, mais modeste, réfléchi, taciturne, très souvent indécis.
Elle est rétive à l'étude, mais vive et spontanée. Elle a du caractère. Il est économe. Elle dépense des fortunes en bijoux, robes, festivités. Il faut dire qu'elle va très vite s'ennuyer auprès de son époux trop sage. Ils sont tous les deux très jeunes, 15 et 14 ans. Bien évidemment, trop jeunes. Marie-Antoinette est encore une petite fille qui, comme toutes les petites filles, aime s'amuser. Peut-on le lui reprocher? Durant 15 jours, les festivités se succédèrent jusqu'à ce jour du 30 mai, où la fête tourne au drame à Paris. À l'issue d'un feu d'artifice tiré en l'honneur des jeunes époux sur la place Louis XV, aujourd'hui place de la Concorde, un mouvement de foule se déclencha et la panique s'empara des spectateurs, ce qui entraîna la mort de plus de 100 personnes, piétinées ou étouffées. Cette tragédie affecta profondément Marie-Antoinette et le dauphin. D'aucuns verront plus tard dans cette catastrophe épouvantable un signe avant-coureur des malheurs qui allaient s'abattre sur le couple royal. C'est d'ailleurs sur cette même place que la reine allait un jour marcher vers la mort. Matrimonium non consummatum. Tel est le constat qui sera dressé le lendemain de la première nuit des jeunes mariés. Les premiers temps ont mis cela sur le compte de leur jeunesse, de la timidité et de l'inexpérience des deux époux. Mais les mois passèrent et rien ne se produisit. Au bout de 2 ans, les bruits les plus alarmants commencèrent à circuler, et les conseils de Marie-Thérèse à sa fille, comme les récriminations du roi envers son fils, n'y changèrent rien. On se gossait de plus en plus à la cour, et des pamphlets circulaient partout dans le royaume. On parlait ouvertement d'un problème d'impuissance du dauphin, et les médecins de la cour, appelés à la rescousse, restèrent dubitatifs. Le 10 mai 1774, Louis XV meurt de septicémie et de complications pulmonaires. Pour les deux jeunes gens, c'est une catastrophe. Le nouveau roi de 20 ans et son épouse, en apprenant la nouvelle, tombent à genoux en s'écriant « Mon Dieu, protégez-nous, nous régnons trop jeunes !» Désormais, l'affaire de la non-consommation du mariage revient sur le devant de la scène et prend des proportions considérables. Elle devient politique et l'opinion publique s'en empare. Après 7 années de mariage, la reine est toujours vierge. On s'interroge, on envisage toutes les hypothèses. On parle de plus en plus d'une malformation du roi, connue sous le nom de phimosis, et de la nécessité d'une intervention. Son autorité est alors gravement mise en cause en même temps que sa virilité. Marie-Antoinette écrit à sa mère le 15 décembre 1775 et prend la défense de son mari. Son caractère est vrai, et quoiqu'il est gauche, il a toutes les attentions et complaisances possibles pour moi. Il est vrai qu'on a tenu bien des propos sur l'opération. Jusqu'ici, il n'en est rien, et je doute fort que le roi s'y détermine. Malheureusement, les médecins augmentent son indécision. Le mien, sans la croire nécessaire, croit qu'elle serait très utile. Celui du roi, qui est un vieux radoteur, dit qu'il y a beaucoup d'inconvénients à la faire et autant à ne pas la faire. Mon rôle est assez difficile, et je crois devoir garder le silence. Du reste, ma chère maman,
peut être assuré que je ne quitte point le roi et n'oublierai jamais rien pour cet article essentiel pour mon état. Nous avons beaucoup moins de quadrilles et de bals, de nuit notamment cette année, ce qui rendra le bal beaucoup moins fatigant. Nous sommes dans une épidémie de chansons satiriques. On en a fait sur toutes les personnes de la cour, hommes et femmes, et la légèreté française s'est même étendue sur le roi. La nécessité de l'opération a été le mot principal contre le roi. Pour moi, je n'ai pas été épargné. On m'a très libéralement supposé deux goûts, celui des femmes et des amants. Quoique les méchancetés plaisent assez dans ce pays-ci, celles-ci sont si plates et de si mauvais goût, et d'un si mauvais ton, qu'elles n'ont eu aucun succès, ni dans le public, ni dans la bonne compagnie. Finalement, l'histoire trouvera son dénouement grâce à un visiteur inattendu, le frère de Marie-Antoinette, le futur empereur d'Autriche, Joseph II, qui donna, semble-t-il, de si bons conseils aux époux qu'un an plus tard, le miracle se produisit et Marie-Antoinette annoncera la bonne nouvelle à sa mère le 30 août 1777. Ma chère mère, je suis dans le bonheur le plus essentiel pour toute ma vie. L'épreuve a été réitérée, et encore hier plus complètement que la première fois. J'avais pensé d'abord envoyer un courrier à ma chère maman. J'ai eu peur que cela ne fît événement et propos. J'avoue aussi que je voulais être tout à fait sûre de mon fait. Je ne crois pas être grosse encore, mais au moins j'ai l'espérance de pouvoir l'être d'un moment à l'autre. J'ai tant de marques de tendresse de ma chère maman. Quelle sera sa joie? J'en jouis comme de la mienne propre. Permet-elle que je l'embrasse de tout mon cœur? Quant à Louis XVI, il avouera à ses tantes restées demoiselles: j'aime beaucoup le plaisir, et je regrette de l'avoir ignoré pendant tant de temps. Un premier enfant naît, une fille, Marie-Thérèse Charlotte de France, surnommée Madame Royale. En 8 ans, le couple aura encore 3 enfants au tragique destin. Le dauphin Louis-Joseph Xavier François, qui meurt à l'âge de 7 ans et quelques mois, Louis-Charles, le futur et malheureux Louis XVII, mort à la prison du Temple à l'âge de 10 ans, et Sophie Béatrice, morte à 11 mois. Lorsqu'elle devint reine, un familier de la cour, le baron de Besenval, nota dans ses mémoires: la reine est loin de manquer d'esprit, mais son éducation a été nulle sous le rapport de l'instruction. Hors quelques romans, elle n'a jamais ouvert un livre et ne recherche pas même les notions que la société peut donner. Dès qu'une matière prend une couleur sérieuse, l'ennui se montre sur son visage et glace l'entretien. Sa conversation est décousue, sautillante et voltige d'objets en objets. Sans aucun fond de gaieté personnelle, elle s'amusait de l'historiette du jour, de petites libertés gazées sans adresse, et surtout de la médisance comme on la prépare à la cour. Voilà ce qui lui plaît. Au cours de son séjour à Versailles, Joseph s'inquiète de la frivolité de sa sœur qui lui semble devenir incurable. À son frère Léopold, il écrit le 29 avril 1777: la reine est une jolie femme, mais c'est une tête à vent, qui est entraînée toute la journée à courir de dissipation en dissipation. Puis, le 11 mai, il lui confirme sa première impression.
mais il en rend en partie responsable son environnement. Elle ne pense qu'à s'amuser. Elle est ivre de la dissipation de ce pays, et bref, elle ne remplit ni les fonctions de femme, ni celles de reine, comme elle le devrait. Elle ne fait pas son métier. Le tourbillon de dissipation qui l'environne l'empêche de voir et de penser à autre chose que de passer de plaisir en plaisir. Tout ce qui l'environne l'entretient dans cette frénésie, et comment voulez-vous que je m'y oppose? En la quittant, il lui laissera une lettre de conseil l'exhortant à plus de sagesse. Comme reine, vous avez un emploi lumineux. Il faut en remplir les fonctions. Il est temps, et de plus en plus, temps de réfléchir. L'âge avance. Vous n'avez plus l'excuse de l'enfance. Arrachez le bandeau qui vous empêche de voir votre devoir et votre vrai bonheur. Comme on peut l'imaginer, la reine eut quelques petites altercations avec son auguste frère, qui ne se privait pas de la critiquer ou de la blâmer pour de petites choses. Un témoin français rapporte cette anecdote à son correspondant de Saint-Pétersbourg. Joseph était à la toilette de sa sœur. Elle avait sur la tête une quantité de plumes et de fleurs et demanda à son frère: « Ne me trouvez-vous pas coiffé à ravir ?»« Oui. »« Mais ce oui est bien sec. Est-ce que cette coiffure ne me sied pas bien ?»« Ma foi, si vous voulez que je vous parle franchement, madame, je la trouve bien légère pour porter une couronne. » La naissance de son premier enfant changera ses goûts légers et futiles et calmera les folies dépensières de la jeune reine, pour laquelle Louis XVI, souverain débonnaire, ne refuse rien. Le petit Trianon qu'il lui avait offert lui avait permis de s'affranchir de la pesante étiquette de la cour, mais contribua aussi à la rendre impopulaire en raison des sommes englouties au moment où s'aggravait le déficit du trésor. Au petit Trianon souffle un vent de liberté, loin des obligations contraignantes de la cour. Elle s'entoure d'amis, dont la fidèle princesse de Lamballe, Madame Élisabeth, sœur du roi, ou le comte Esterhazy. Certaines de ses amitiés lui porteront préjudice, comme celle qu'elle entretenait avec la comtesse de Polignac, et surtout avec le beau comte suédois Axel de Fersen, qui fut peut-être son amant, même si je pense personnellement que son amour, aussi ardent soit-il, fut platonique, car elle n'était pas particulièrement portée sur la chose, et que son devoir conjugal passait avant tout. Quant au roi, il restera populaire jusqu'au début de la Révolution. C'était un homme bon, intelligent, proche du peuple, avec lequel il se sentait bien. Il était conscient des inégalités sociales criantes et de l'injustice du régime fiscal. L'impôt direct pesait surtout sur les paysans et les gens les plus modestes. Clergé et noblesse en étaient exemptés. Son principal souci, tout au long de son règne, sera de rendre l'impôt plus juste. Mais lorsqu'il essaiera d'entreprendre des réformes en profondeur, il soulèvera l'hostilité de la noblesse, soucieuse de conserver ses privilèges dans ce domaine comme dans les autres. Il se voulait un monarque éclairé, qui transmettrait un jour à son héritier une France meilleure, plus juste et plus égalitaire. Il s'efforcera de multiplier les hôpitaux et de favoriser une médecine gratuite pour les plus désargentés. Il s'intéressera aussi aux droits des personnes.
Ainsi abolira-t-il le servage qui sévissait encore dans le royaume, fit voter l'édit de tolérance qui rendait aux protestants le droit de pratiquer leur culte, fit voter, jeta les bases d'une émancipation des juifs, fit abolir la torture dans les procès criminels, assura la liberté du commerce et s'attaqua à un problème qui reste toujours d'actualité, celui du chômage et du droit au travail pour tous. Soucieux d'équité et de justice, il était pétri de bonnes intentions, mais prendra des décisions souvent contradictoires et maladroites, et il fut surtout terriblement hésitant et influençable, et beaucoup profitèrent. Il n'osait pas s'opposer à son épouse qu'il chérissait, et même quand il constatait qu'elle dépassait les mesures dans ses dépenses, il n'osait rien lui dire. Il fit montre peu à peu, il fit monter peu à peu, avec effroi mais sans réagir, il vit monter une vague de mécontentement, et se multipliaient les quolibets de plus en plus injurieux qui atteignaient son épouse, mais semblaient la laisser indifférente. Si donc Marie-Antoinette se révéla être une mère parfaite, cette impopularité, due à son grand train de vie, allait prendre au fil des ans des proportions considérables et lui nuire beaucoup, notamment à travers cette malheureuse affaire pour laquelle elle ne fut qu'une innocente victime, l'affaire du collier. Le collier en question, fait de 500 diamants pour 2840 carats, avait été réalisé par les joailliers Bohémer et Bassinge, fournisseurs de la cour, dans l'espoir de le vendre à Madame Dubarry, la favorite de Louis XV. La mort du roi et l'exil de la Dubarry firent échouer leur projet. Le collier devenait invendable. Ce jour-là, 15 août 1785, fête de l'Assomption, toute la cour attend dans la galerie des glaces la messe qui doit être célébrée par le cardinal Louis de Rohan, celui-là même qui avait accueilli 15 ans plus tôt la toute jeune Marie-Antoinette à son arrivée en France. À la stupéfaction générale, celui-ci, en habits pontificaux, est arrêté par ordre du roi et incarcéré à la Bastille, accusé d'escroquerie, de faux en écriture et de crimes de lèse-majesté. Il subit un interrogatoire en règle le 19 août. Ainsi commence cette affaire célèbre qui acheva de porter le discrédit sur celle qu'on appelle alors Madame Déficit. Voici le récit qu'en fit Marie-Antoinette à son frère Joseph II dans une lettre datée du 22 août 1785. Vous avez déjà su, mon cher frère, la catastrophe du cardinal de Rohan. Je profite du courrier de M. de Vergennes, le ministre des Affaires étrangères, pour vous en faire un petit abrégé. Le cardinal est convenu d'avoir acheté en mon nom et de s'être servi d'une signature qu'il aurait cru la mienne pour un collier de diamants de 16 000 francs. 1600 000 francs. Il prétend avoir été trompé par une certaine Madame Valois de la Motte. Cette intrigante du plus bas étage n'a nulle place ici et n'a jamais eu d'accès auprès de moi. Elle est depuis 2 jours dans la Bastille, et quoique, par son premier interrogatoire, elle convienne d'avoir eu beaucoup de relations avec le cardinal, elle nie fermement d'avoir eu aucune part au marché du collier. Il est à observer que les articles du marché sont écrits de la main du cardinal. À côté de chacun, le mot approuvé, de la même écriture qui a signé au bas Marie-Antoinette de France. On présume que la signature est de la dite Valois de la Motte,
on l'a comparée avec des lettres qui sont de sa main. On n'a pris nulle peine pour contrefaire mon écriture, car elle ne lui ressemble en rien, et je n'ai jamais signé de France. C'est un étrange roman aux yeux de tout ce pays-ci que de vouloir supposer que j'ai pu vouloir donner une commission secrète au cardinal. Tout avait été concerté entre le roi et moi. Les ministres n'en ont rien su qu'au moment où le roi a fait venir le cardinal et l'interrogea en présence du garde des Sceaux et du baron de Breteuil. J'y étais aussi, et j'ai été réellement touché de la raison et de la fermeté que le roi a mise dans cette rude séance. Dans le moment où le cardinal suppliait pour n'être pas arrêté, le roi a répondu qu'il ne pouvait y consentir, ni comme roi, ni comme mari. J'espère que cette affaire sera bientôt terminée, mais je ne sais encore si elle sera renvoyée au Parlement ou si le coupable et sa famille s'en rapporteront à la clémence du roi. Mais, dans tous les cas, je désire que cette femme et tous ses détails soient bien éclaircis aux yeux de tout le monde. Au cours de cet interrogatoire qu'elle évoque dans cette lettre, la reine, hors d'elle, s'adressant au cardinal pour lequel elle n'avait que mépris, « Comment, monsieur, avez-vous pu croire, alors que je ne vous adresse plus la parole depuis 8 ans, que je vous aurais choisi pour conduire une telle négociation ?» Rohan, penaud, aurait admis son erreur, excusable par son immense désir de plaire à la reine. Au procès qui s'ouvrit, la comtesse de La Motte chargea le cardinal, dont elle avoua même être la maîtresse. Après avoir été fouettée et marquée au fer rouge du V de voleuse, elle fut enfermée à vie dans la prison de la Salpêtrière, dont elle s'échappera peu de temps après. Son mari et un certain Rétaux furent condamnés aux galères par contumace. Quant au cardinal de Rohan, il fut acquitté, et c'est au cri de « Vive le cardinal! Vive le Parlement !» que la foule accueillera le jugement. Étrange comportement de celle-ci, consistant à acclamer celui qui écorna gravement la royauté et fit tant de mal à la reine. L'acquittement de Rohan la jeta dans la consternation. Elle éclata en sanglots. Elle prit en effet l'arrêt du Parlement pour une injure personnelle. Elle estimait que l'absolution du cardinal donnait du crédit aux calomnies dirigées contre elle, et elle n'avait pas tort. Louis XVI ne put pas s'opposer au verdict du Parlement, mais il exigea la démission de Rohan et l'exilera dans un monastère en Auvergne. Hélas, le mal était fait, et Marie-Antoinette traînera comme un boulet cette lamentable affaire. Le collier que la reine n'avait pas acheté et dont elle n'avait rien su restera attaché à sa mémoire telle une tunique de Nessus. Notre reine bien-aimée, celle à qui l'on prédisait en 1770 « Vous allez être l'ornement, la gloire et l'admiration de la plus brillante cour », est devenue l'Autrichienne, détestée par une partie de l'opinion publique. Elle sera la cible des accusations les plus fantaisistes et les plus affreuses. On la traitera de folle dépensière, d'infameuse du peuple, de ribaude, d'incestueuse, de débauchée, et une bonne partie du clergé, qui n'avait pas digéré l'emprisonnement d'une personnalité aussi éminente que le cardinal, attisera la haine du peuple contre elle. Alors, elle décida
de transformer radicalement son mode de vie et sa mise. Abandonna ses toilettes somptueuses, ses coiffures excentriques, ses bijoux très coûteux, et se promena en robe de percale blanche sans prétention, même à Versailles. Elle ne fit plus appel à sa modiste, mademoiselle Bertin, ni au joaillier qui essaimait partout où elle se trouvait. Le temps des bijoux, colliers et autres colifichets était passé, de même que celui des fêtes mirobolantes et des grands bals. Cette transformation complète apparaît dans un portrait signé par le peintre polonais Kucharski, que celui-ci n'aura pas le temps de terminer, mais qui n'en est pas moins explicite. Ce portrait néglige toutes les draperies éclatantes. C'est celui d'une très belle femme, assise sur une chaise, l'air préoccupé. Elle est habillée simplement, et sur sa nuque ne brille ni bijoux, ni pierres précieuses, ni aucun autre artifice. La coquetterie s'est effacée en faveur de goûts plus simples. Les cheveux tombent flous. C'est une femme assagie, d'une beauté adoucie, maternelle. Nous sommes bien loin des tableaux officiels de Wertmüller ou de Madame Vigée-Lebrun. Mais, là aussi, contre toute attente, on l'accusa. On lui reprocha de se montrer en tenue de paysanne, indigne de son rang. L'affaire du collier, si elle fit vaciller la couronne, lui fera prendre aussi conscience de la force politique qu'elle pouvait représenter. Et devant la succession d'événements politiques de première importance et l'indécision chronique du roi, elle va commencer, au cours de l'année 1788, à se mêler des affaires du pays. Même si elle prit quelquefois des décisions bénéfiques, elle ne se révéla pas pour autant fin stratège politique, et pas plus que le roi. Elle ne comprit le message envoyé par une partie du peuple qui continuait à clamer son amour pour elle et le roi, tout en souhaitant des changements. Sous l'influence néfaste de sa favorite, Madame de Polignac, qui devra fuir la France avec son mari après la prise de la Bastille, dont elle était devenue la bête noire des révolutionnaires, Marie-Antoinette intervint de plus en plus dans la nomination ou le renvoi des ministres. Ainsi, par exemple, elle soutiendra Loménie de Brienne, principal ministre qui refusait d'enregistrer de nombreuses mesures fiscales, s'opposant ainsi au Parlement. L'impopularité du ministre retomba sur elle. Mais en revanche, elle comprit que seul Necker, qui avait déjà été ministre au début du règne, pouvait sauver les finances du pays. Et comme il refusait de travailler avec Brienne, si celui-ci restait en place, elle fit intervenir l'ambassadeur d'Autriche, Mercy Argento, pour convaincre le Genevois de revenir au gouvernement d'où il avait été exclu. Le 26 août 1788, Necker est nommé directeur général des finances et Brienne remercié. Le retour de Necker, dû en grande partie à la reine, suscita une explosion de joie à Paris. Pour la reine, ce fut une petite satisfaction personnelle, vite assombrie par la santé déclinante du dauphin. Comme ses grands-parents paternels, il mourut probablement d'une maladie de poitrine. Sa disparition, à l'âge de 7 ans, en juin de cette fatidique année 1789, laissera ses parents inconsolables. Désormais, Marie-Antoinette allait porter tout son amour pour son second fils, Charles-Louis, mon petit chou d'amour. C'est Necker qui conseillera à Louis XVI de convoquer les États généraux.
Le tiers-état s'affirma alors face à la noblesse et au clergé, et ses représentants rassemblés dans la salle du jeu de paume prêtèrent serment de donner une constitution à la France. La Révolution était en marche, et le 14 juillet 1789, la Bastille tombait au cri de « Vive la liberté !». Le roi et Marie-Antoinette semblent tomber des nues. Ils ne peuvent comprendre ce qui se passe. Le mot « liberté » est un vocable qui ne fait pas partie de leur vocabulaire. Cependant, malgré tous les soubresauts qui suivront, la légitimité du roi ne sera pas contestée jusqu'en 1792. Ce qu'il était, c'était la féodalité, et il s'en est fallu de peu pour que la monarchie perdure, après avoir mis en place les réformes nécessaires. Dès ce moment-là, Louis XVI est tiraillé entre le peuple, le bon peuple, dont il veut le bonheur, et une partie importante de la noblesse et du clergé qui ne supporte pas entendre parler de réforme. Quant à Marie-Antoinette, la Révolution va achever de la transformer. De souveraine légère, frivole, tête avant, elle deviendra une femme forte, courageuse, dans les multiples épreuves, volontaire, décidée à défendre les prérogatives royales, une épouse, puis une veuve digne et une mère exemplaire. Alors que Louis XVI apparaît de plus en plus inférieur à sa tâche, c'est elle qui va lutter, pied à pied, contre les forces hostiles. Dès l'émeute menaçante qui assiégea Versailles les 5 et 6 octobre 1789, son courage se manifesta, comme en témoigne Weber, son frère de lait, qui l'avait suivi en France. La reine, avec une fermeté noble et touchante, consolait et encourageait tout le monde. Monsieur de la Luzerne, ministre de la Marine, ayant vu une balle frapper le mur près de la fenêtre où se trouvait la reine, s'avança et se glissa, comme par curiosité, entre elle et cette fenêtre. Le motif de ce mouvement n'échappa pas à la reine. « Ce n'est pas votre place, dit-elle, c'est la mienne. » Et elle le força à se retirer. Autre témoignage édifiant sur son courage, toujours pendant les événements d'octobre 1789, qui obligèrent le roi et sa famille à quitter Versailles pour Paris, celui de Madame de Tourzel. Madame de Tourzel, gouvernante des enfants de France en 1789. La reine montra au cours de ces 2 journées cette grandeur d'âme et ce courage qui l'ont toujours caractérisée. Sa contenance était noble et digne, son visage calme, et quoiqu'elle ne pût se faire d'illusions sur tout ce qu'elle avait à redouter, personne n'y put apercevoir la plus légère trace d'inquiétude. Elle rassurait chacun, pensait à tout, et s'occupait beaucoup plus de ce qui lui était cher que de sa propre personne. Cette princesse était convenue avec moi qu'au moindre bruit, je conduirais ses enfants chez elle. Mais elle fit dire à 11 heures du soir que si on avait de l'inquiétude, je les menace au contraire sur le champ chez le roi. Elle venait d'être avertie des dangers personnels qu'elle pouvait courir dans son appartement, et on l'avait engagée à passer la nuit dans celui du roi, mais elle s'y refusa poliment. « J'aime mieux, dit-elle, m'exposer à quelque danger, s'il y en a à encourir, et les éloigner de la personne du roi et de mes enfants. » Elle ne pouvait accepter l'évolution de la monarchie de droit divin en monarchie constitutionnelle, cette évolution correspondant pourtant aux vœux de nombreux Français, et elle avait du mal à prendre en considération
les avertissements de ce comte de Mirabeau, dont la vie n'était que débauche, scandale et prison. Le roi n'a qu'un homme, c'est sa femme, lancera le tribun qui, par l'intermédiaire de son ami, le comte de la Marque, qui avait la confiance de la reine, rencontrera secrètement celle-ci à Saint-Cloud en juillet 1790. Elle est bien grande, bien noble et bien malheureuse, Victor, mais je la sauverai, confia Mirabeau à son neveu après l'entrevue. Jamais, témoignera celui-ci, jamais la voix de mon oncle n'avait été altérée par une émotion pareille. Désormais, Mirabeau lui adressera régulièrement de longues notes de conseil sur la conduite à venir. Dans celle datée du 13 août, il envisage même une guerre civile comme peut-être un mal nécessaire, ce qui fera bondir Marie-Antoinette, qui écrit aussitôt à Mercy « Ah, vous parlez franchement, il me paraît fou d'un bout à l'autre. Comment M. Mirabeau ou tout autre être pensant peut-il croire que jamais, mais surtout dans cet instant, le moment soit venu pour que nous provoquions la guerre civile ?» Dans une autre note, datée du 17 août, Mirabeau, prévenu de la réaction de la reine, s'explique en ces termes. La dernière note que j'ai envoyée a causé de l'inquiétude et presque de l'effroi. Je le regarderai comme un bien salutaire effroi s'il eût produit la fortune. Il est certain que le moment est arrivé de se décider entre un rôle actif et un rôle passif, car celui-ci, tout mauvais que je le crois, l'est moins à mes yeux que cette intercadence d'essai et de résignation, de demi-volonté et d'abaissement qui éveille les méfiances et flotte d'inconséquences en inconséquences. Effrayée par les conseils de Mirabeau, la reine renforce alors les liens avec les cours étrangères et envisage de plus en plus la fuite comme ultime recours, encouragée par le fidèle Fersen qui organisera la malheureuse expédition de Varennes. Fersen écrivait alors en évoquant celle qui sera le seul grand amour de sa vie. Elle est extrêmement malheureuse, mais très courageuse. C'est un ange. Je tâche de la consoler le plus que je puis. Je le lui dois. Elle est parfaite pour moi. Mirabeau, qui mourut en avril 1791 et ne put donc assister à l'effondrement de la monarchie qu'il pressentait. Lafayette, le héros de la guerre d'indépendance américaine, puis le député de Grenoble, Joseph Barnave, tenteront également de sauver la reine et la monarchie, mais en vain. À propos de Lafayette, qu'elle ne considérait que comme un opportuniste ambitieux, elle déclarera, après l'avoir reçu quelques minutes en juin 1792, « Je vois bien que M. de Lafayette veut nous sauver, mais qui nous sauvera de M. de Lafayette ?» Au mois de juin 1791, elle parvient à convaincre le roi de la nécessité de fuir. En fait, il accepta de se lancer dans cette folle aventure le jour où la foule entourant son carrosse l'empêcha de se rendre à Saint-Cloud. Comme il tentait de négocier avec elle, il finira par s'exclamer, excédé. Il serait étonnant qu'après avoir donné la liberté à la nation, je ne fusse pas libre moi-même. Pour toute réponse, il reçut une volée d'injures. Mais il refusa de proclamer la loi martiale, comme le lui proposait Lafayette, et de recourir à la force. « Je ne veux pas qu'on verse du sang pour moi, dira-t-il. » Et il sortit posément de son carrosse, puis regagna le château à pied en se dandinant au milieu de la foule hostile. Le roi
Ayant accepté la solution de la fuite, Marie-Antoinette sollicita l'aide de son frère Léopold II, qui avait succédé à Joseph II en février 1790 sur le trône d'Autriche. Nous tenons donc fermement à notre premier projet d'évasion, que nous vous avons communiqué par M. de Mercy et le baron de Breteuil, et nous vous réitérons, mon cher frère, la demande de 8 ou 10 000 hommes disponibles à notre demande pour le premier moment. C'est quand le roi sera en lieu de sûreté et libre qu'il verra avec reconnaissance et grande joie toutes les puissances se réunir à sa réclamation pour soutenir la justice de sa cause. Et pour ma part, j'en éprouverai autant plus de bonheur que nous le devrons à vos soins et à votre tendre intérêt. Nous n'aurions point de secret pour le comte d'Artois, frère de Louis XVI et futur Charles X, s'il n'était entouré de M. de Calonne et de M. le prince de Condé, dans lesquels nous n'aurons jamais de confiance. D'après cela, vous sentez, mon cher frère, combien il est intéressant de ne pas communiquer au comte d'Artois ce que nous mandons. Je vous embrasse de tout mon cœur. Quelques jours plus tard, le 20 juin 1791, ce fut donc la fuite, la désastreuse et lamentable fuite qui sonnera le glas de la monarchie. Elle se terminera en fiasco à Varennes, au grand désespoir de Fersen, qui écrit alors à son père. « Tout est perdu, mon cher père, et je suis au désespoir. Le roi a été arrêté à Varennes, à 16 lieues de la frontière. Jugez de ma douleur et plaignez-moi. C'est M. de Bouillé qui m'a appris cette nouvelle. Je pars dans ce moment pour porter à Bruxelles, au comte de Mercy, la lettre et les ordres dont le roi m'avait chargé. Je n'ai que le temps de vous assurer de mon respect et de mon amour. » Joseph Barnave est désigné par l'Assemblée avec Pétion pour amener de Varennes à Paris la famille royale, où elle vivra désormais sous haute surveillance aux Tuileries. Dans une correspondance secrète, il tentera de convaincre la reine de la nécessité d'une monarchie constitutionnelle en France et des bienfaits qu'elle pourrait en tirer, dès lors qu'elle parviendrait à retrouver la popularité qui était la sienne auprès du peuple il y a quelques années. Il résume sa pensée dans cette formule lapidaire. Tous les maux sont finis si le roi et la reine obtiennent la confiance et se font aimer. Marie-Antoinette feint d'écouter ses conseils, mais c'est surtout pour gagner du temps, et elle ne cessera pas de correspondre avec l'étranger et avec son frère Léopold II. Ce sont des puissances étrangères qu'elle attend désormais du secours, comme elle l'écrit le 26 août 1791 à Mercy. L'armée est perdue, l'argent n'existe plus, aucun frein ne peut retenir la populace armée de toutes parts. Nous n'avons pas un ami, tout le monde nous trahit, les uns par haine, les autres par faiblesse. J'ai écouté autant que j'ai pu des gens des deux côtés, et c'est de tous leurs avis que je me suis formé le mien. Je ne sais pas s'il sera suivi. Vous connaissez la personne à laquelle j'ai affaire. Elle parlait du roi. Au moment où on la croit persuadée, un mot, un raisonnement la fait changer sans qu'elle s'en doute. Nous n'avons plus de ressources quand les puissances étrangères. Il faut à tout prix qu'elles viennent à notre secours. Mais c'est à l'empereur de se mettre à la tête de tous et à régler tout. Un an après,
En août 1792, éclate la commune insurrectionnelle qui exigea la suspension et l'incarcération du roi et de sa famille. Le 13 août, sous les injures et les colibés de la foule, la famille royale était conduite au temple. À l'instant même où Marie-Antoinette pénétrait dans la lugubre prison, les révolutionnaires goguenards entonnèrent sur un air célèbre ce couplet qui la fit pâlir. Madame à sa tourmente, mironton, mironton, mirontaine, Madame à sa tourmente, ne sait quand descendra, ne sait quand descendra, bientôt on descendra, bientôt on descendra. Désormais, la France est attaquée de toutes parts. Les Prussiens siègent Verdun et la route de Paris est ouverte. Le 2 septembre, à l'annonce du siège de Verdun, des centaines de suspects présumés ennemis de la patrie sont massacrés après un simulacre de jugement dans la première semaine de septembre. Lorsque les émeutiers viennent de présenter aux fenêtres du temple la tête ensanglantée de la princesse de Lamballe, fixée sur une pique, Marie-Antoinette s'évanouit. Sur son corps, on retrouvera un petit bijou contenant une mèche de cheveux blancs de Marie-Antoinette, avec ce simple mot « blanchi par le malheur ». Le 20 septembre, Dumouriez repousse les Austro-Prussiens à Valmy. Le 21, la République est proclamée. Au Temple, la vie s'organise tant bien que mal, décrite avec beaucoup d'émotion par Jean-Baptiste Cléry, le valet de chambre du roi, mais aussi par Madame Royale, la fille de Louis XVI, qui sera la seule rescapée du Temple et publiera en 1817 le récit des événements arrivés au Temple du 13 août 1792 au 9 juin 1795. En 1792, elle avait 14 ans et écrivit. Au commencement d'octobre, on nous ôta plumes, papier, encre et crayon. On chercha partout, même avec dureté. Cela n'empêcha pas que ma mère et moi nous cachâmes nos crayons que nous gardâmes. Mon père et ma tante donnèrent les leurs. Le 21 janvier 1793, Louis XVI, condamné à mort après un procès de 3 jours, est exécuté. Jean-Baptiste Cléry écrit dans son journal « Le meilleur des rois n'était plus ». Dans son pathétique testament, Louis XVI écrit « Je prie ma femme de me pardonner les maux qu'elle souffre pour moi et les chagrins que je pourrais lui avoir donnés dans le cours de notre union, comme elle peut être sûre que je ne garde rien contre elle si elle croyait avoir quelque chose à se reprocher. » Il ne restait plus alors à Marie-Antoinette que 9 mois à vivre. Au moment de la mort du roi, une salve d'artillerie éclata, et les jardins du Temple monta le cri vibrant des sentinelles. « Vive la République !» La reine étouffe de douleur, rapporte le valet Turgy. Le jeune prince fond en larmes. Madame Royale jette des cris perçants. Puis, se ressaisissant, Marie-Antoinette s'agenouilla devant son fils en le saluant du titre de roi, aussitôt imité par sa fille et par Madame Élisabeth. Dans les jours qui suivirent, son courage fit l'admiration de tous, même de ses geôliers. Mais elle tomba bientôt dans un état de prostration inquiétant.
Elle touchait à peine la nourriture qu'on lui présentait. Dans sa robe de grand deuil, elle n'était plus qu'une femme vieillie avant l'âge, amaigrie et épuisée par des hémorragies de plus en plus fréquentes. Sa famille autrichienne, à laquelle elle avait toujours été si attachée, ne semble plus guère préoccupée de son sort, comme si elle avait fait une croix sur elle. Seule Fersen, à qui elle avait écrit dans une dernière lettre avant son incarcération au Temple, il n'y a que la Providence qui puisse sauver le roi et sa famille, tentera désespérément de lui venir en aide. Le 3 juillet, l'inimaginable se passe pour elle. La Convention lui enlève son fils. Alors cette fois, c'est l'instinct maternel qui s'insurge, se révolte. En un éclair, Marie-Antoinette se métamorphose. Elle devient une tigresse qui sort ses griffes. Parmi tous les surnoms qui lui étaient donnés, n'y avait-il pas celui d'archi-tigresse? Il fallut littéralement lui arracher des mains cet enfant qu'elle adorait et qui pousse des cris déchirants. Cette scène hallucinante d'une femme hors d'elle qui se bat avec des hommes et dont la colère multiplie les forces dura une longue heure. À la fin, vaincue et à bout de force, elle capitula et l'embrassa en le baignant de pleurs, comme si elle eût prévu dans l'avenir qu'elle ne le reverrait plus, rapportera plus tard sa fille. Le petit Louis-Charles fut confié au couple Simon pour qu'il lui donne une éducation républicaine. Quant à sa mère, elle allait être réduite à se poster pendant des heures à un coin de la fenêtre où elle pouvait l'apercevoir quelques secondes quand on le sortait. Avant son transfert à la conciergerie pour être jugée, un certain Toulan, pris de pitié pour elle, songera à la faire évader. Mais désormais, elle savait bien qu'elle ne pouvait plus échapper à son funeste destin. Ni Fersen, ni personne d'autre ne pouvait en changer le cours. Pendant tout le reste de sa vie, le Suédois vivra dans le souvenir de son amour sacré, écrivant dans son journal « Toujours, elle est présente à ma mémoire, et ce sera pour la pleurer toujours. Jamais son image adorée ne s'effacera de mon cœur. » 10 ans plus tard, à Stockholm, accusé d'avoir empoisonné le prince danois Charles-Auguste, prince héritier de Suède, il sera lapidé par la foule en furie. Cela se passait le 20 juin 1810, jour anniversaire de la fuite de Varennes, 20 juin 1791. On retrouvera sur lui une tabatière en or décorée de la miniature de Marie-Antoinette. À la conciergerie, la servante Rosalie Lamorlière accompagne la concierge, Madame Richard, dans le cachot humide où Marie-Antoinette vient d'être écrouée à 3 heures du matin. Elle témoigne du grand désarroi de celle-ci. Il faisait chaud. Je remarquai les gouttes de sueur qui coulaient sur le visage de la reine. Elle s'essuya 2 ou 3 fois avec son mouchoir. Ses yeux contemplèrent avec étonnement l'horrible nudité de cette chambre. Ils se portèrent aussi avec un peu d'attention sur la concierge et sur moi. Après quoi, la reine, montant sur un tabouret d'étoffe que je lui avais apporté de ma chambre, suspendit sa montre à un clou qu'elle aperçut dans la muraille et commença à se déshabiller pour se mettre au lit. Je m'approchai respectueusement et j'offris mes soins à la reine. « Je vous remercie, ma fille, » répondit-elle, sans aucune humeur ni fierté.
depuis que je n'ai plus personne. Je me sers moi-même. Le jour grandissait, nous emportâmes nos flambeaux et la reine se coucha dans un lit bien indigne d'elle sans doute, mais que nous avions garni du moins de linge fin et d'un oreiller. Dès le matin, on plaça 2 gendarmes dans la chambre de la princesse. Pendant les premiers 40 jours, je ne fis aucune fonction chez la reine. J'y venais seulement avec madame Richard ou avec son mari pour apporter le déjeuner qu'on servait à 9 heures et le dîner qu'on servait ordinairement à 2 heures, 2 heures et demie. Rosalie rapporte que la reine ne mangeait presque rien. Un jour, toute frémissante, elle l'interrogea. « Madame, vous n'avez rien pris hier au soir, et presque rien dans la journée. Que désirez-vous prendre ce matin ?» La reine, un sourire triste sur les lèvres. « Ma fille, je n'ai plus besoin de rien. Tout est fini pour moi. » Rosalie, apitoyée, insista. « Madame, j'ai conservé sur mes fourneaux un bouillon et un vermicelle. Vous avez besoin de vous soutenir. Permettez-moi de vous apporter quelque chose. » Meurtrie par tant de gentillesse et de cœur, Marie-Antoinette sanglote. « Eh bien, Rosalie, apportez-moi votre bouillon. » La reine en prendra quelques cuillerées. Souvent, elle parlait de ses enfants qui lui manquaient tant et dont elle n'avait aucune nouvelle. Cette incertitude sur leur sort, comme sur celui de sa belle-sœur, devenait pour elle insupportable. Rosalie racontera également. Les 2 gendarmes présents dans la chambre, toujours les mêmes, se nommaient Dufresne et Gilbert. Quelquefois, Sa Majesté, accablée d'ennui, s'approchait d'eux et elle les regardait jouer quelques instants en présence de madame Richard ou du concierge. Un jour, madame Richard amena dans son cachot son plus jeune enfant, qui était blond, qui avait les yeux bleus fort agréables et dont la figure charmante était bien au-dessus de son état. On le nommait Fanfan. La reine, en voyant ce beau petit garçon, tressaillit visiblement. Elle le prit dans ses bras, le couvrit de baisers et de caresses et se mit à pleurer en nous parlant de monsieur le dauphin, qui était à peu près du même âge. Elle y pensait nuit et jour. Cette circonstance lui fit un mal horrible. Madame Richard, quand nous fûmes remontés, me dit qu'elle se garderait bien de ramener son fils au cachot. En juillet 1796, madame Richard sera tuée d'un coup de couteau par un prisonnier rendu fou à l'annonce de sa condamnation à mort. Lors de son procès, la désormais veuve Capet s'imposa par sa dignité et sa remarquable habileté dans ses réponses. Lorsque l'ignoble Hébert rapporte des accusations d'inceste que l'on avait placées dans la bouche de son fils, elle détourne le regard en silence. Comme un juré s'étonne qu'elle ne réponde rien, elle se dresse soudainement et, vibrante d'indignation, en s'adressant à l'assistance, elle lance. « Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature se refuse à répondre à une pareille inculpation faite à une mère. J'en appelle à celles qui peuvent se trouver ici. » Cette réponse éveilla aussitôt l'émotion et la compassion du public, indigné par des propos aussi vils, et certaines femmes applaudirent la mère outragée. À la fin de ce procès unique, l'accusateur public du tribunal révolutionnaire, Fouquier-Tinville, grand pourvoyeur de la guillotine, et qui montera à son tour 2 ans plus tard, prit la parole et demanda
pour l'accuser, une condamnation à la peine de mort pour intelligence avec les ennemis de la France et complot contre la sûreté de l'État. Il voulait absolument la tête de Marie-Antoinette et on la lui donna sans la moindre hésitation. À l'annonce du verdict, elle resta digne et impassible et quitta dignement le tribunal pour retrouver sa cellule. Là, elle demanda de quoi écrire et rédigea une lettre émouvante, sans doute la plus belle de toute sa correspondance. Une lettre qu'elle destinait à sa belle-sœur, Madame Élisabeth. C'est à vous, ma sœur, que j'écris pour la dernière fois. Je viens d'être condamné à mort, non pas à une mort honteuse, elle ne l'est que pour les criminels, mais à aller rejoindre votre frère. Comme lui, innocente, j'espère montrer la même fermeté que lui dans ces derniers moments. Je suis calme comme on l'est dans la conscience, ne reproche rien. J'ai un profond regret d'abandonner mes pauvres enfants. Vous savez que je n'existais que pour eux et vous, ma bonne et tendre sœur. Vous qui aviez, par votre amitié, tout sacrifié pour être avec nous, dans quelle position je vous laisse? Que mon fils n'oublie jamais les derniers mots de son père, que je lui répète expressément, qu'il ne cherche jamais à venger notre mort. Je meurs dans la religion catholique, apostolique et romaine, dans celle de mes pères, dans celle où j'ai été élevé et que j'ai toujours professée. Je demande simplement pardon à Dieu de toutes les fautes que j'ai pu commettre depuis que j'existe. J'espère que dans sa bonté, il voudra bien recevoir mes derniers vœux. Je demande pardon à tous ceux que je connais, et à vous, ma sœur, en particulier, de toutes les peines que, sans le vouloir, j'aurais pu leur causer. Je pardonne à tous mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait. Je dis adieu à mes tantes et à tous mes frères et sœurs. J'avais des amis. L'idée d'en être séparé pour jamais et leurs peines sont un de mes plus grands regrets que j'emporte en mourant. Qu'ils sachent du moins que jusqu'à mon dernier moment, j'ai pensé à eux. Adieu, ma bonne et tendre sœur. Puisse cette lettre vous arriver. Pensez toujours à moi. Je vous embrasse de tout mon cœur, ainsi que ces pauvres et chers enfants. Mon Dieu, quel est déchirant de les quitter pour toujours. Adieu, adieu, je ne vais plus m'occuper que de mes devoirs spirituels. Madame Élisabeth, qui sera guillotinée à son tour le 10 mai 1794, ne recevra jamais cette lettre qui ne sera retrouvée qu'en 1816 et est exposée aujourd'hui dans le musée des Archives nationales à Paris. Conduite à la mort à travers Paris le 16 octobre 1793 au petit matin, non pas en carrosse comme Louis XVI, mais dans une charrette, les mains liées, elle gravira avec légèreté et promptitude les marches de l'échafaud et attendra imperturbable pendant quelques minutes interminables que l'on prépare son supplice. Et avant que le couperet ne tombe à midi, un quart précise, elle ne lança pas une seule adresse au peuple comme elle l'avait fait Louis XVI. Ces dernières paroles
Elle les prononça tout simplement après avoir marché sur le pied du bourreau. « Je vous demande pardon, monsieur, lui dit-elle. Plus de 2 siècles après sa mort, Marie-Antoinette a survécu à tout. Certes, elle n'est pas considérée politiquement comme l'une de nos plus grandes reines, et on ne peut nier ses fautes et ses erreurs. Sa principale erreur fut sans doute de croire qu'elle ne pouvait être fidèle à son pays sans trahir la France. C'est la raison pour laquelle elle ne cessera pas d'être manipulée par sa famille comme par ceux auxquels elle accordait son amitié et sa confiance à la cour, et d'être instrumentalisée par des passions contraires. Plus que responsable d'un jeu politique dangereux, elle en fut la prisonnière et la victime. Elle reste néanmoins, au-delà de toutes ces considérations, une femme honnête et généreuse, mais aussi indépendante et insoumise, une épouse dévouée et une mère admirable, dont l'aura ne cesse pas de rayonner. Et enfin, une icône universelle, sublimée par son martyre. Les dernières lignes écrites de sa main sur la couverture d'un livre de prière datent du jour même de son exécution. Ce 16 octobre 1793, à 4h30 du matin. Mon Dieu, ayez pitié de moi. Mes yeux n'ont plus de larmes pour pleurer pour vous, mes pauvres enfants. Adieu. Adieu. Marie-Antoinette. Je vous remercie.